Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au Dévoreur de rêves, la 5e campagne pour Horreur à Arkham, le JCE. Donc une 5e campagne que vous n'avez pas forcément faite et qui n'est pas encore sortie en version révisée au moment où je fais cette vidéo, mais d'ici un an ou deux, ça sera sûrement le cas. En tout cas, c'est une campagne un petit peu atypique que j'avais envie de vous présenter. Elle avait aussi pas mal d'avantages. Comme vous le voyez là, il y a le livre consacré au contrées du rêve et ce recueil qui reprend un grand nombre de nouvelles de Lovecraft, y compris la plus grande qui est la quête onirique de Kadat, est reprise dans ce livre-là et constitue en fait la trame un petit peu de la campagne. Et donc, j'avais eu l'opportunité de lire ce livre avant de jouer cette campagne. Et autant vous dire que quand on a lu le livre et qu'on joue la campagne, il y a quelque chose de très merveilleux qui se passe puisque vous retrouvez des lieux. Il y a vraiment un travail de design qui est exceptionnel à ce niveau-là. Alors, j'avais fait d'autres vidéos sur les montagnes hallucinées, donc les contrées les confins de la Terre, ou dans Dunwich, qui était lié aussi à l'abomination de Dunwich. Donc là aussi, on retrouvait des éléments assez importants. Et parmi toutes les campagnes que j'ai dû faire, je pense que c'est peut-être la campagne qui est plus liée à cette série de nouvelles, à la chronique de Kadat, et qui, si vous avez lu le livre, va vraiment vous rappeler d'énormes souvenirs. Alors, si vous l'avez vu depuis longtemps, je vous conseille de le relire parce que ça s'oublie assez vite. Mais en tout cas, vous allez avoir une immersion qui va être assez exceptionnelle. Et si vous avez déjà fait la campagne et que vous n'avez pas lu le livre, vraiment lisez le livre et vous allez restructurer des choses assez étonnantes par rapport à cette campagne. Donc vraiment, c'était un livre que je voulais vraiment vous recommander pour préparer cette campagne parce qu'effectivement, vous allez la faire d'une manière un petit peu différente. Nous, on a fait la campagne à deux et il y en a un qui avait lu le livre et pas l'autre. Et donc, effectivement, voilà, c'est évidemment pas moi qui ai fait l'investigateur principal, mais ça m'a permis de voir un petit peu l'aventure se dérouler et en profitant effectivement de tout ce que j'avais pu lire et de découvrir des lieux qui sont donnés dans le livre. Donc là, vous voyez sur le livre, vous avez clairement plein de nouvelles de taille assez variable, de 10 pages à 150 pages, il n'y en a qu'une d'ailleurs. C'est vraiment la quête onirique de Cadas l'inconnu, donc qui est l'ouvrage, la partie un peu, The Dream Quest, la partie un petit peu épaisse de ce recueil. Si vous pouvez l'obtenir dans ce format, alors je vais parler un peu de ce format, tant pis. C'est un format de réédition qui a été fait en 2011 avec une nouvelle traduction où les grands anciens ont été changés pour mieux correspondre à l'idée de Lovecraft. Même si tous ceux comme moi sont habitués à la terminologie grand ancien pour désigner ce qui n'est a priori pas des grands anciens, mais plutôt d'autres noms. Alors il l'explique dans le préface pourquoi il a voulu retraduire tout cela. C'est très bien fait et le traducteur est clairement un passionné de Lovecraft, donc ses arguments ont l'air assez sérieux. Et voilà, donc c'est vraiment un ouvrage que je recommande. Lovecraft, je vais peut-être dire une chose et son contraire, mais c'est pas un style qui est très facile à lire, quelque part. Euh, il n'est pas non plus très compliqué, mais c'est un peu saccadé par moments. Les descriptions sont pas toujours très claires. Et il y a une espèce d'emphase permanente avec des phrases interminables pour décrire des choses pas si compliquées que ça. Donc c'est un petit peu exagéré, des adjectifs un petit peu et des adverbes un petit peu trop en trop, voilà, qui n'ont pas forcément, qui gâchent peut-être un petit peu la narration, enfin qui la rend clairement outrancière et qui est typique de son style. Maintenant, voilà, moi ce qui m'intéresse plus, c'est sa cosmogonie qu'il est capable de créer, c'est-à-dire un univers, un monde, un peu comme Tolkien, voilà, clairement, enfin dans un autre genre effectivement, mais voilà, il a créé un monde et une cosmogonie, donc pour employer le mot consacré, avec vraiment des choses exceptionnelles. Donc voilà, un petit recommandage de livre au préalable parce que probablement ça peut booster votre expérience narrative parce que quand on joue à Arkham, c'est aussi pour une expérience narrative et là, ça peut vraiment décupler votre plaisir. Après que vous le lisiez avant ou après, c'est peu importe, mais avant, pour connaître l'expérience, c'est vraiment fabuleux.
Après, je pense qu'aussi c'est sympa de le lire et après de refaire la campagne. Et là, vous allez connecter des endroits et des lieux qui peuvent être vraiment très sympathiques. Donc, je m'en arrête là pour l'apologie de ce formidable ouvrage, hein, mais voilà. Sinon, pour reparler de la campagne, donc la campagne, je vais vous parler, alors je ne vais pas forcément vous parler des cartes, je vais simplement vous parler plus des investigateurs et à proprement parler de la campagne. Les cartes, ça serait trop long pour la vidéo. Il y en a beaucoup, donc ça a déjà peut-être même été fait. Donc moi, je voulais plus me concentrer sur l'aspect campagne et aussi les investigateurs qui peuvent peut-être intéresser des joueurs qui n'ont pas cette campagne, parce que je trouve que ces investigateurs méritent clairement le détour. Donc on va commencer par ceux-ci. Alors je les ai pris dans le désordre. Donc là, vous avez par exemple la chercheuse. Donc c'est Mandy Thompson. Alors ce qu'il y a de bien tout de suite qu'on repère, c'est vraiment son 5 en investigation. Et vous allez avoir avec elle un gameplay qui va être un petit peu différent puisque elle a la capacité de chercher des cartes supplémentaires et d'avoir des possibilités de pioche intéressantes pour choisir. Donc voilà, donc clairement quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans le lieu rencontre, il peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire. Donc dit comme ça, c'est pas forcément très clair, mais quand vous avez la possibilité de piocher 3 cartes, soit vous en piochez 3 de plus, soit vous avez la possibilité d'avoir la possibilité d'en piocher une parmi celles-là. Donc c'est des combos à prendre qui sont assez intéressantes. Je crois que d'ailleurs dans le dernier FAQ de FFG, elle a été un petit peu amendée dans sa taille de deck. Vous voyez sur la taille de deck, je crois que vous pouviez choisir 30, 40 ou 50, donc ça donnait un petit truc assez intéressant. Et là, je crois qu'ils l'ont bloqué définitivement à 50, donc à vérifier, mais je crois que c'est une histoire comme ça. Donc la chercheuse, un chercheur, voilà, qui est assez intéressant à jouer avec un gameplay aussi assez différent. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit peu les investigateurs qui m'ont l'air assez sympas. Donc je l'ai vu jouer et vraiment c'est vraiment assez éclatant à jouer. En gardien, Tommy Muldoon. Alors pour lui pour le coup, je l'ai joué en campagne. Donc j'ai fait les confins de la Terre, donc vraiment l'un des meilleurs gardiens de tous les investigateurs en fait. Donc la ligne de caractéristiques n'est pas forcément exceptionnelle. Par contre, vous voyez tout de suite son pouvoir, il l'est carrément, puisque quand vous avez un soutien et que vous le contrôlez et qu'il est vaincu, donc ça peut être un allié notamment, eh bien vous gagnez X en ressources, X étant le total de dégâts et d'horreur de ce soutien. Donc par exemple, vous avez un flic en patrouille 2-2, eh bien, quand il est vaincu, bah, vous gagnez 4 ressources. Donc c'est assez énorme. Donc évidemment, il faut le jouer avec charisme au moins une fois, voire 2 fois. Et vous avez la possibilité vraiment de faire des combos assez exceptionnels. Moi, je le joue aussi avec l'aventurier. Donc l'aventurier, ça me permettait de recharger mes armes tout en le faisant mourir. Et oui, et une chose très importante, quand un soutien est vaincu, mélangez ce soutien dans votre deck. Donc en fait, vous allez à nouveau le faire revenir. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'une boucle possible avec l'aventurier pour recharger votre lance-flamme ou toutes vos armes lourdes. Donc c'est assez exceptionnel. Alors le signe des anciens est plus ou moins, a l'air sympa comme ça, mais plus anecdotique puisqu'on peut déplacer 2 dégâts d'horreur vers Tommy Muldoon ou vers un des soutiens. Donc moi je ne l'ai pas forcément vu énormément, mais voilà, il est vraiment pas mal. C'est vraiment un investigateur exceptionnel. Pour moi, il me paraît l'un des meilleurs gardiens. Et donc, en plus, vous le combinez avec du survivant. Donc, survivant, c'est quand même un type assez versatile. Vous pouvez vraiment tout faire avec des survivants, surtout que ça va de niveau 0 à 2. Donc, il y a énormément de bonnes cartes, y compris vraiment les cartes, comment il s'appelle, le joueur de basket de football américain, mais voilà. En tout cas, vous avez vraiment des très très bons soutiens, donc c'est pour ça que le charisme me semble indispensable et il est quasiment, une fois qu'il est mis en place, il est quasiment immortel. Alors après, le problème, c'est un peu la mise en place, voilà. Becky, voilà, en plus c'est son arme de base qui est vraiment très sympa vu que c'est une arme à 2 munitions mais qui fait plus 2 dégâts et plus 2 en force et plus 1 aux dégâts, mais en plus qui peut se recharger justement grâce aux morts des soutiens.
Voilà. Ensuite, erreur de débutant, donc ça c'est pas mal, c'est assez embêtant, c'est défausser chaque soutien avec au moins un dégât ou une erreur dessus que vous contrôlez. Donc ça peut faire un gros nettoyage, mais si c'est bien géré, c'est pas si embêtant que ça. Voilà, donc j'étais un peu long sur Tommy Muldoon, mais vraiment il est exceptionnel. Patrice Attaway, donc comme son nom ne l'indique pas, c'est une femme. En tout cas, Patrice en anglais, c'est sûrement un nom féminin. Donc elle a une street line un petit peu basique. Simplement, vous voyez tout de suite la taille de limite de votre main est réduite de 3. Donc ça veut dire que c'est pas 8, donc c'est 5. Donc 8 cartes maximum, donc 5 cartes maximum. Donc tout de suite, ça va un peu limiter vos choix, mais justement, son gameplay, il est fait pour ça, puisque au lieu de piocher une carte lors de la phase entretien, on défausse toutes les cartes non faiblesse et on en pioche jusqu'à en avoir 5 en main. Donc ça va être clairement un personnage qui va recycler toutes ces cartes. Alors attention à certaines campagnes où vous pouvez avoir beaucoup de cartes faiblesse dans votre main. Donc Carcosa et peut-être aussi cette campagne. Donc voilà, si vous commencez à accumuler trop de cartes dans votre main, euh, qui ne sont pas des cartes utiles, ça peut être un peu dangereux, quoi. Voilà. Alors, donc c'est une survivante, donc avec un gameplay, vous avez vu, très recyclage, donc jouez beaucoup les cartes en compétences, en soutien, donc des super tests, en sachant qu'elle est en plus combinée avec du mystique et qu'elle a 42 cartes. Donc il y a moyen de faire des choses avec elle, en sachant qu'elle a, vous voyez, 4 de volonté. Donc si vous lui mettez les bons soutiens et les bonnes cartes, il y a moyen de faire vraiment un personnage assez puissant et amusant. Sinon sur ces cartes liées, donc vous avez voilà, le violon, choisissez, défausser une carte de votre main et inclinez le violon, choisissez un navigateur dans votre lieu, soit cet investigateur pioche une carte, soit il gagne une ressource. Donc en gros c'est vraiment une carte qui est vraiment pas mal, mais c'est pas si souvent de ça qu'on la retire vu qu'il y a seulement une carte. Donc voilà, elle donne un petit bonus aux collègues, donc ça peut être sympa, ou à vous-même, hein, mais c'est une carte, si on peut la sortir, c'est vrai qu'elle vous arrange énormément. Alors cette carte aussi, elle est marrante, c'est la faiblesse, donc c'est guetteur d'une autre dimension. Et donc c'est un ennemi qui va vous poursuivre, vous uniquement. Et donc simplement, elle reste dans votre main. Donc en plus, elle va pourrir votre main. Mais donc pour la combattre ou lui échapper, il faudra lui faire un super test, quoi. Donc là encore, un design très sympathique. Alors ensuite, on va parler de Tony Morgan. Là aussi, c'est avec Tony Muldoon, c'est un investigateur que je connais bien, que j'ai joué plusieurs fois dans plusieurs campagnes et même scénarios. Et donc, vous voyez sur la ligne de caractéristiques, ce qui est sympa, ce sont 5 de force. Ce qui est moins sympa, ce sont 2 de volonté, mais ça, chez Truand, c'est un peu normal. 2 d'esquive, ce qui est un peu moins gênant chez quelqu'un qui est plutôt designé pour taper. Et le 3 d'enquête, qui est assez utile. Alors lui, sa caractéristique de base, hein, vous allez voir, c'est tout de suite d'avoir droit d'effectuer une action supplémentaire pour engager ou combattre un ennemi avec une prime sur lui. Alors les primes, je vais vous expliquer que ça. Et signe des anciens plus 2, placer une prime sur tête de mise à prix. Donc un bon signe des anciens. Il y a des signes des anciens qui sont plus ou moins utiles, mais celui-là est très bien. Et donc tête mise à prix, donc ça c'est la carte qui est permanente. Donc vous posez directement en début de jeu. Et là-dessus, vous avez 6 primes. Et donc, ces 6 primes, c'est simple, hein. Lorsqu'un ennemi entre en jeu, déplacez 1 à 3 primes sur cet ennemi. Et donc, quand cet ennemi est vaincu, alors jusqu'à un maximum égal à la vie de cet ennemi, hein. Bon, après, voilà, généralement, quand vous en mettez 3, c'est sur des gros monstres, 1, c'est sur des petits monstres. Mais voilà, donc en gros, c'est un moyen, donc voilà, quand l'ennemi est vaincu, d'avoir en plus des ressources. Donc potentiellement, vous avez un gisement de 6 ressources supplémentaires, ce qui est toujours le bienvenu. Et en sachant que quand un adversaire a une prime sur lui, vous avez une action supplémentaire. Donc en général, il vaut mieux en mettre une par une sur les ennemis qui vont arriver. Vous aurez une action supplémentaire contre eux qui peut être utilisée pour combattre ou l'engager. Donc c'est toujours utile, quoi. Donc vraiment, Tommy Morgan avec son 5 de force, autant vous dire que les couteaux sont les bienvenus. Alors il a une faiblesse qui est un petit peu anecdotique parce que c'est un monstre qui est distant, mais avec une fatalité sur elle. Mais donc c'est le lieu le plus éloigné de Tony Morgan. Donc je crois que on avait un peu ça avec Yorick. Et donc placer une ressource
sur elle en tant que prime. Donc en plus, c'est plutôt sympa, ça vous fait gagner une prime. Donc vous avez une action supplémentaire pour éventuellement l'engager ou la taper, quoi. Donc sachant que c'est une 4-3-1, c'est pas un adversaire trop difficile pour quelqu'un qui a du 5. Donc c'est pas la faiblesse la plus embêtante. Bon, après c'est une fatalité, mais voilà, c'est gérable. Ensuite, vous avez deux cartes liées au deck de Tony Morgan. Alors pour le coup, c'est deux armes, donc là c'est vraiment très sympa. Deux armes, vous voyez, dans un deck, d'avoir deux armes de base qui sont en plus, qui vous donnent plus 1 au combat pour chaque prime sur l'ennemi attaqué. Donc c'est vrai que s'il y en a 0, ça vous fait 0. Mais comme vous avez déjà 5 de force, en général, c'est pas très embêtant. Mais par contre, vous avez évidemment plus 1 au dégâts. Et en plus, si vous arrivez à vaincre un ennemi qui avait déjà une prime sur lui, bah, vous récupérez sur votre carte permanente une prime. Donc c'est un moyen aussi de récupérer vos primes. Donc moi je joue souvent à 2, donc en gros vous allez utiliser vos 6 primes. Ça peut vous durer toute la partie sans trop de problèmes. À 3 ou 4, c'est vrai que vous pouvez être à court et ça va être très utile. Alors en plus, il y a un petit effet qui a peu de chance d'être joué, on va dire. C'est après avoir joué le 38 de Long Call de Tony, bah, si vous en posez une, vous avez le droit d'en poser gratuitement une autre. Donc autant vous dire que si vous arrivez à avoir les deux cartes en main, ce qui est relativement difficile sans tuteur ou sans grosse préparation, parce que dès que vous l'avez, vous avez envie de sortir votre arme, hein. Mais si vous arrivez à les avoir deux en même temps, ça m'est rarement arrivé, mais c'est déjà arrivé, eh bien, vous sortez vos deux colts. Voilà. En sachant qu'avec Tony Morgan, je jouais souvent les couteaux, y compris les couteaux améliorés. Et là, c'était vraiment une grosse boucherie, puisqu'on monte à 7 de combat. Hein, donc là, tout de suite, c'est sympathique. Et enfin, le dernier, Luke Robinson, donc c'est le mystique. Donc un mystique avec 4 de volonté, donc c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, c'est la moyenne générale. 3 d'enquête, 2 de force et 3 d'esquive. Et donc c'est un mage mystique un peu vagabond, voyageur, puisqu'en fait il va avoir une carte très intéressante qui est le portail onirique. Alors le portail onirique c'est carrément, enfin c'est un petit peu compliqué à décrire, mais alors déjà je vais commencer avec sa compétence de base qui est vraiment très très balèze. C'est à chaque tour vous avez le droit de jouer une carte événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Donc ça veut dire qu'il y a certaines cartes événements, par exemple de combat, hein, que vous pouvez utiliser, et vous pouvez l'utiliser comme si vous étiez sur un lieu connexe. Donc je crois qu'il y a celle de foudre qu'on retrouve dans Carcosa par exemple, et qui peut faire un maximum de dégâts. Donc c'est un mystique qui exige un peu de réflexion sur la construction du deck, mais il y a moyen de se faire vraiment des trucs très sympas avec les événements, puisque donc évidemment vous serez considéré comme étant connexe et engagé là-dedans. Donc vraiment très sympa. Et en plus vous avez une boîte à portail. Donc ça, la boîte à portail, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Voilà. Donc en gros, vous avez 3 charges, inclinez la boîte à portail, dépensez une charge et désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, donc très balèze. Donc c'est une grosse esquive. Et cherchez la boîte onirique parmi votre carte liée et mettez-la en jeu et déplacez-vous-y. Donc en fait, on va se réfugier voilà, comme par une corde enchantée dans un lieu mystique où on va pouvoir se réfugier. Et en plus, les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas entrer dans le portail onirique, donc on est protégé. Et après avoir enquêté avec succès, donc retournez-le. Donc, alors, je vais juste vérifier. Alors, merveilleux voyage, voilà. Merveilleux voyage, on est de ce côté-là. Voilà, les ennemis et les investigateurs ne peuvent entrer, donc vous êtes tout seul, tranquillement protégé dans un lieu, voilà. Et à la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu. Si Luke Robinson s'y retrouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Donc en fait, ça va vous protéger grâce à cette carte qui est une permanente. Hein. Non, elle n'est pas permanente. Ah non, faudra aller là. Oui, on la met en jeu directement au début. Ouais. Puisqu'il est écrit qu'on commence la partie directement avec. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu mettre permanent, mais voilà. Donc on commence directement avec, et pendant 3 fois dans la partie, vous allez pouvoir vous échapper d'un moment très difficile, quoi. Voilà. Donc un mystique que je n'ai pas encore joué, mais voilà, ça me tente vraiment de le jouer parce qu'il a vraiment des capacités assez intéressantes. Donc vous voyez, les 5 investigateurs qu'on a vus sont assez puissants.
ont des builds un petit peu complexes, dédiés, etc. Donc ça exige peut-être une collection un peu développée avant de pouvoir vraiment les jouer, hein. Je pense qu'il faut avoir deux trois campagnes sous les pads pour pouvoir vraiment en profiter un maximum de toutes ces cartes, parce qu'effectivement les cartes événements, bah, vous n'en avez peut-être pas forcément tant que ça avec une collection limitée. Là, pour Tony, vraiment, il faut absolument les couteaux upgradés, quoi, qui sont vraiment indispensables pour bien le combiner. Là, il faut des cartes de boost. Et là, il vous faut quelques cartes soutien incontournables des investigateurs. Donc, voilà, voilà une campagne qui exige quand même d'avoir, je vous dis, vraiment deux, trois boîtes de, bah, d'investigateurs pour le nouveau modèle, pour pouvoir vraiment profiter un maximum de ces builds un peu complexes. Donc ça, c'était la partie investigateur. Alors, je vais vous reprendre aussi dans les dévoreurs du rêve, peut-être les nouvelles spécificités qu'il va y avoir dans le jeu. Il y a Alerte. Donc Alerte, pour ceux qui connaissent déjà, on le retrouvait, je crois, déjà dans la civilisation oubliée. C'est lorsque vous tentez d'échapper à votre adversaire, et bien, si c'est raté, il vous attaque. Donc comme ça. Et ce mot alerte, ça vous fait réfléchir à deux fois, si vous avez l'habitude de vous échapper de vos adversaires, à essayer de trouver d'autres solutions que cela. Et donc, ça complexifie un peu le truc, hein. Maintenant, voilà, si vous réussissez votre échappée, il n'y a pas de problème, hein. Ensuite, autre chose qui est amusante, c'est Myriade. Alors moi, je ne l'ai pas trop utilisé, mais Myriade, ça vous permet d'avoir 3 exemplaires d'une carte au lieu de 2. Donc certaines cartes qui seront dans la campagne, des cartes joueurs, vous permettront si vous en sortez 2 ou 3, si vous en avez beaucoup, d'avoir des effets un peu exponentiels, quoi, voilà. Donc ensuite, il y aura des cartes histoire. Donc ça, les cartes histoire, ce sont des cartes avec de la narration. Les cartes liées, bon ça c'est un petit peu évident, mais quand vous posez une carte, quand vous avez une carte dans votre paquet et que vous la jouez, parfois on vous demandera de mettre une autre carte de côté et qui aura une connexion avec cette carte. Donc soit elle interviendra quand vous la jouez, soit elle sortira quand vous la jouez. Donc voilà, il y a une interaction entre les deux cartes. Nuée, donc ça c'est un moment un petit peu plus marrant. C'est nuée, ça va être des monstres qui vont arriver. Et lorsqu'il y aura marqué nuée X, c'est le nombre de monstres qui arriveront. Donc en général, ça arrive sur des petits monstres, pas forcément très forts. Mais par exemple, s'ils sont 2, 1, 2, hein, pour donner des caractéristiques, ils seront nuée 3. Ça voudra dire qu'il y aura 3 exemplaires de ce monstre qui arrivera en même temps. Et donc, il faudra considérer qu'il y a 3 bébêtes qui arrivent d'un coup. Donc voilà, donc pour une carte, vous en aurez 3. Donc c'est un petit peu rigolo, ça change un petit peu du concept. Et puis ça peut être très violent si vous ne gérez pas bien certains monstres, puisque vous risquez de vous prendre 3 points de dégâts d'un coup, quoi. Donc des petits monstres pas forcément très forts, mais s'il y a 2 cartes nuées, ça vous fait 3 plus 3, 6. Donc vous risquez de vous prendre 6 dégâts. Donc nuée, c'est vraiment à la fois assez bénin si c'est bien géré, enfin pas plus méchant que ça si c'est bien géré, et ça peut tourner au game over assez rapidement si ça vous déborde. Donc il y aura aussi des faiblesses qui vous seront portées dans cette campagne, donc 4 nouvelles faiblesses pour du multijoueur uniquement comme ils leur disent. Et enfin un truc assez sympa, c'est les cartes cachées. Cachées, on l'avait dans Carcosa, ce sont des cartes rencontres ou des faiblesses que vous gardez dans votre main, et pour les défausser, eh bien, il faudra faire une certaine action pour vous en débarrasser, mais par contre les autres joueurs ne sauront pas que vous l'avez en main, donc vous ne pouvez pas non plus communiquer sur le fait que vous l'ayez en main. Et donc ça c'est assez rigolo, et quand je vous ai présenté Patrice Attaway, effectivement ça gâche un petit peu sa façon de jouer, voilà. Mais c'est comme ça qu'elle a été conçue. Donc voilà pour les règles principales. Sur les spécificités de cette campagne, donc outre qu'elle est vraiment narrativement très très liée à les contrées du rêve, et donc thématiquement, vous allez vraiment vous y retrouver si vous avez lu la nouvelle, mais si vous ne l'avez pas lu, vous aurez vraiment une expérience narrative qui me semble vraiment au-dessus de la plupart des campagnes, légèrement au-dessus, alors avec des spécificités que je vais vous expliquer là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette campagne, contrairement à quasiment toutes les autres, en tout cas pas celles qui sont confins de la Terre et les clés écarlates, là, au lieu d'avoir une campagne linéaire, eh bien, vous aurez 2 campagnes, je dis bien 2 campagnes de 4 scénarios, avec finalement 2 équipes d'investigateurs différentes. Concrètement, quand vous jouez à 2, eh bien, vous aurez 2 paquets de 2 investigateurs,
un pour cette campagne qui est la quête onirique et 2 pour celle qui est la campagne des éveillés, donc qui est celle dans le monde, on va dire, normal. Donc ça, c'est dans le monde des contrées du rêve. Donc vous aurez un personnage et vous en jouerez un autre pour le monde de l'éveil. Et donc sur la terre ferme, il faudra alterner au fur et à mesure vos personnages. Donc chacun des joueurs aura en fait 2 personnages, un pour la zone onirique et un pour la zone éveillée. Voilà, j'insiste un petit peu pour être très clair, mais c'est vrai que c'est un petit peu un twist dans la façon de faire des campagnes. Donc ce n'est plus un scénario sur 8 épisodes avec un investigateur, mais bien deux campagnes liées, différentes, pour 2 investigateurs, et donc il faudra alterner. Donc ça, je vais un peu m'attarder là-dessus parce que ça présente pas mal d'avantages et d'inconvénients. Alors, les avantages, c'est que effectivement, c'était parfois un petit peu lassant de jouer un personnage pendant 8 scénarios, tout le temps le même. Vous allez le jouer. Donc, c'est vrai qu'une fois que vous l'avez joué, vous n'avez pas forcément envie de le reprendre pour une nouvelle campagne. Enfin, ça dépend des joueurs, mais voilà, ça vous permet de bien faire le tour, hein, cela dit. Mais voilà. Donc, ça peut être un petit peu lassant, surtout si finalement il ne vous plaît pas plus que ça, ce personnage. Donc là, voilà, c'était un petit peu un problème. Et là, vous allez pouvoir jouer 2 personnages. Donc ça tombe bien parce que des fois, on avait envie de jouer 2 ou 3 personnages. On hésite entre 2. Et puis finalement, là, vous n'avez pas hésité. Vous prenez les 2 tout simplement. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer les 2 alternativement. Donc c'est bien aussi quand on joue à plusieurs parce que au lieu d'être cantonné à votre personnage de gardien, donc vous allez taper pendant toute la campagne, là, vous allez pouvoir jouer un coup gardien et peut-être un autre coup chercheur. Et donc, l'avantage, c'est que vous pourrez alterner les styles de jeu. Et voilà, ça retient un petit peu en lassitude. Pareil, si vous jouez un polyvalent, vous aurez un autre spécialisé ou vous aurez peut-être deux polyvalents différents dans un style de jeu différent. Donc, c'est vraiment une très bonne idée d'avoir, je dirais, la possibilité de jouer ça. Autre avantage qui est vraiment très sympathique, c'est le fait de pouvoir jouer une campagne de 4 scénarios indépendamment. Alors, soit vous jouez la campagne des Dévoreurs de rêve avec 2 personnages, donc comme je vous le disais, et donc dans ce cas-là, vous allez avoir quand même un peu d'interaction. Quand je dis un peu, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez des choix narratifs à faire pour éventuellement aider l'autre groupe d'investigateurs ou communiquer un petit peu avec eux, leur donner des trucs, etc. Ça reste pas fou, ça reste principalement un peu d'aide qui va jouer, et donc ça reste quand même intéressant d'avoir cette capacité de moduler un petit peu une campagne avec l'une ou l'autre. Si vous sentez qu'une campagne est un peu plus en difficulté, vous allez pouvoir l'aider concrètement. Alors je ne vous dis pas comment dans la vidéo, mais vous allez voir, vous allez pouvoir un petit peu faire des échanges. Et voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est si vous voulez jouer une campagne, pas forcément de 8 scénarios, vous allez pouvoir faire comme avec la zélatrice, c'est-à-dire avoir une campagne de 4 scénarios. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très embêtant, c'est-à-dire que 8 scénarios, c'est très long, c'est 8 séances de jeu. Alors selon votre nombre de joueurs, ça peut être plus ou moins long. Mais si vous êtes 2, il faut compter 15 heures de jeu, donc 14, 12, ça dépend des joueurs. Mais voilà, c'est un temps quand même assez long pour faire une campagne de 8 scénarios. Et donc là, vous aurez la possibilité de vous contenter de faire 4 scénarios et donc d'avoir une campagne qui peut tenir sur une après-midi soirée, on va dire, et d'arriver au bout de cette campagne. Et donc, vous aurez 2 campagnes de 4 scénarios qui se tiennent, qui ont une histoire, qui peuvent très bien rester séparés. Voilà, donc soit vous évoluez dans le monde du rêve, soit vous allez évoluer dans le monde de l'éveil. Alors effectivement, si vous faites les 2 liés, c'est plus sympa. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, si vous faites un scénario, là par exemple, je prends un gardien, je joue mon gardien, paf, j'ai réussi le scénario. Session suivante, je joue mon chercheur, hop, je joue. Et puis là, en fait, vous allez reprendre votre gardien, mais vous allez avoir peut-être un peu oublié ce que vous aviez fait 2 séances auparavant. C'est-à-dire que le gameplay, le souvenir du scénario, etc., il va falloir vous le remémorer un petit peu. Voyez.
Donc voilà, cette alternance qui semblait sympa de jouer d'investigateur, je trouve que narrativement, on perd un petit peu plus le fil que d'habitude de la campagne. Au lieu d'avoir une campagne qui était unique, linéaire de 8 scénarios, là, on va perdre un petit peu en, en suivi narratif que vous allez avoir. Donc ça, effectivement, ça peut être un petit peu dommage, mais voilà, c'est la contrepartie pour avoir des scénarios, des campagnes plus courtes, parce qu'effectivement, vous avez, comme je le disais, la possibilité de refaire ces scénarios, ces campagnes indépendamment sous forme de 4 scénarios. Et là, c'est vraiment très sympa parce que, comme je vous le disais, après-midi, soirée, vous faites une campagne et vous allez au bout de cette campagne. Voilà, vous pouvez vraiment tout tenir avec, comme la zélatrice, qui était bien parce que c'était un format qui manquait, d'avoir des formats de 3, 4, 5 scénarios et qui permettent en une longue journée, soirée, de faire toute la campagne et de terminer. Alors, un petit bémol quand même, que ce soit pour la campagne ou pour la campagne où on joue les deux campagnes ou si on la joue en 4 scénarios, le petit bémol que j'ai moyennement aimé, c'est effectivement, on reçoit beaucoup d'XP, entre 8 et 9 ou 10, je ne sais plus très bien, dès le premier scénario. Donc, comme la campagne est relativement courte, ils ont vraiment chargé dès le premier scénario un maximum d'XP. Alors, surtout l'une des deux campagnes où on en reçoit plus que l'autre, mais vous allez recevoir beaucoup d'XP et ce qui est normal pour compenser le dernier scénario qui est évidemment, comme toujours, très difficile, avec évidemment un climax, eh bien, on va vous distribuer beaucoup d'XP. Alors, c'est ce qu'on retrouve un peu dans les confins de la Terre. C'est ce qu'on n'avait pas dans Dunwich ou Carcosa, où c'était des campagnes un petit peu chiches en XP. Et là, là pour le coup, c'est très généreux, quoi. Ça explose, voilà, 10 XP, 8 XP, c'est énorme. Donc voilà, le deck, le building va se faire très vite, mais c'est logique quand on sait qu'on va jouer seulement 4 scénarios. Le personnage, l'investigateur, va ne vivre que 4 personnages et donc il aura besoin de gagner beaucoup plus d'XP pour pouvoir affronter, on va dire, la fin de la campagne. Voilà, donc moi c'est pas ce que j'aime quand il y a beaucoup d'XP d'un coup, je préfère quand c'est par 2 ou 3, je change une carte ou deux, je fais des petits rafistolages, je préfère ça, mais après d'autres préfèrent vraiment mettre en route un investigateur avec son XP qui lui permettent d'avoir un peu ses caractéristiques et donc ses combos en place, hein, parce qu'il faut de l'XP pour vraiment le différencier. Donc ça c'était le petit bémol ou l'avantage et l'inconvénient, hein, qu'on peut avoir sur ces campagnes. Alors, sinon pour revenir un peu à l'histoire, hein, je ne vais pas vraiment forcément vous spoiler, mais pour l'histoire des campagnes, donc là encore, hein, la lecture des Contrées du rêve est très sympathique parce que justement, vous allez avoir une campagne onirique avec vraiment un aspect narratif très fort. Il sera d'autant plus fort que si vous avez lu le livre, parce que vous allez retrouver pas mal. Alors là, je m'appesantis un petit peu sur la campagne onirique, mais vous allez retrouver pas mal d'endroits et de lieux qui sont directement liés à ce scénario. Là, vous voyez, c'est l'ensemble des nouvelles. Donc il y a les chats d'Ultar, c'est les faïs, le bateau blanc, etc. etc. Et voilà, la quête onirique de Cadas l'inconnu, le témoignage de Randolph Carter, vous voyez, donc tous ces noms-là, je laisse un petit peu là, hop, pour que vous le voyez. Et voilà, donc dans le premier scénario, vous voyez tout de suite un Randolph Carter qui apparaît. Donc vous voyez, c'est le personnage qui va arriver. Là, vous avez Nasht et Kamanta, donc si vous avez lu les livres, ces personnages sont évoqués à un moment de l'histoire, les Gug aussi. Donc c'est vraiment très sympathique de les retrouver. Et là, vous avez Virgile Grey aussi, on en parle. Et là, même dans les lieux, hein, vous avez Ultar et là, les chats d'Ultar. Et donc vous allez retrouver des lieux, des endroits. Je crois qu'on parle du bateau blanc, la Horde de nuit, Sarnath, Baharta. Donc tout ça, c'est des lieux, c'est les faïs. Voilà, c'est les faïs. Il y a une nouvelle hein, carrément qui s'appelle C'est les faïs. Donc c'est vraiment des lieux que vous allez retrouver et qui seront liés au livre. Donc ça c'est vraiment très chouette. Ah, voilà, les chats d'Ultar, donc vous voyez, donc chat d'Ultar. Ça, il y a une nouvelle qui est liée au chat d'Ultar, très courte et très sympathique. Face cachée de la Lune, donc vous allez partir sur de la Lune. Et donc autant
dans l'histoire de la campagne, c'est logique. Enfin, enfin, c'est logique. Ça arrive un peu bizarrement parce qu'on a du mal à concevoir le truc, mais là, si vous avez lu la quête onirique, c'est vraiment, vous dites, ah ouais, on vit vraiment l'histoire dans l'histoire. Pareil, la demeure de Dieu, alors je ne vais pas trop vous la spoiler parce que c'est vraiment le scénario de fin. Donc effectivement, la demeure de Dieu, si vous avez lu la nouvelle, bah, ça va être un moment un petit peu vraiment magique. Voilà, donc la quête onirique vraiment est bien liée au contrée du rêve. Donc si vous l'avez, j'insiste à nouveau, mais vraiment c'est très sympathique. Après sur la campagne, je crois, de l'éveil. Donc, donc ça c'est sur le monde terrestre, hein, le monde normal. Donc vous allez faire le cauchemar éveillé. Alors ce que j'aime bien dans ce petit scénario, bah, vous voyez, vous retrouvez Randolph Carter mais version terrestre, hein, ce qui est totalement logique en fait. Et par contre vous allez retrouver bah, un petit côté hôpital. Et ça m'a beaucoup rappelé Carcosa. Et vraiment, c'est un scénario très sympathique à faire, un très bon scénario, Cauchemar éveillé. Alors, je reviens sur la recherche de Cadas, mais c'est vraiment un très très beau scénario, hein. Vous allez vraiment voyager, vous déplacer, visiter plein de lieux. Vraiment, c'est formidable, c'est épique. Pareil pour la face cachée de la Lune, vous allez retrouver des moments très forts. Vraiment, c'est une très très belle campagne, hein. Ensuite, sur 1000 nuances d'horreur, donc je reviens. Là, vous allez retrouver bah, la clé d'argent, qui est aussi pareil, hein, clé d'argent, on en parle, c'est un scénario, donc vous retrouvez vraiment beaucoup de connexions. Et, euh, et voilà, vous allez retrouver, alors là, vous avez 1000 nuances d'horreur, si je me souviens bien de ce scénario, c'est aussi un très bon scénario, mais hop, que je me rappelle. Donc, vous allez repasser dans des lieux qui sont directement liés au livre. Ah oui, voilà. Donc là aussi, 1000 nuances d'horreur, bah, là, je l'ai fait 2 fois en plus maintenant, mais ça me revient. Donc vraiment un petit côté lié au livre, très bon scénario. Campagne, point de non-retour, alors ça aussi c'est vraiment pas mal parce qu'on retrouve des lieux, mer d'Ossements, vallée de Pnat. Donc encore c'est des lieux très, très connus dans l'univers Lovecraftien. Donc vous allez retrouver des sentinelles Gug, vous allez retrouver des personnages aussi du livre. Donc, point de non-retour très bien. Tisseuse du cosmos, voilà. Épisode d'apothéose avec Atlan Achat. Donc, bon, je vous n'exploite pas plus, mais vraiment, vous avez 2 campagnes pour le prix d'une qui sont très fortes, notamment la partie onirique qui est très forte, mais vraiment des scénarios qui sont l'une des meilleures, plus belles campagnes, à mon avis, de la série des campagnes qui ont été faites. Et donc que je vous recommande vivement. Voilà, bah écoutez, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette campagne, que moi-même j'ai vraiment adoré, surtout combiné avec la lecture des Contrées du Rêve. Donc je vous recommande fortement, euh, y compris avec la lecture, mais je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. En tout cas, voilà. Donc j'espère que si vous ne connaissiez pas cette campagne et que vous aviez peut-être une hésitation sur de quoi ça parle, de quoi ça traite, ça vous a un peu plus éclairé sur la thématique et l'environnement. Donc un environnement onirique, les contrées du rêve, donc des voyages dans des lieux mystiques, inconnus, lointains, donc très Lovecraftien, avec des monstres étranges, bizarres, plus ou moins monstrueux et des lieux un petit peu incroyables. Donc on est vraiment en plein dans le mythe Lovecraftien, mais côté contrée du rêve. Donc des trucs un petit peu moins, je dirais, un peu moins dans le monde réel. Là, on est vraiment dans le monde, dans de la fantaisie onirique, donc quelque chose de très spécifique à Lovecraft. Alors peut-être d'autres l'ont fait, hein, mais vraiment un monde à part. Donc une très belle campagne, un très beau design, des belles connexions, des petites surprises sur le jeu, mais surtout vraiment c'est l'aspect narratif qui est vraiment très très bien réussi, avec en plus la possibilité de jouer 2 investigateurs, mais comme je vous l'ai dit, ça apporte avantages et inconvénients, mais surtout la possibilité de jouer une campagne séparément en 4 scénarios. Donc c'est un apport vraiment très très sympa pour ceux qui ont envie de jouer des campagnes, mais de manière plus courte. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et ça aurait dû déjà être fait. Et enfin, bah, n'oubliez pas d'utiliser les liens qui sont dans la description pour vos achats, ça peut aider la chaîne. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.